Hello à tous, c'est avec beaucoup d'émotion que l'on tourne ce tout premier hors-série en live, en direct, en personne avec Monsieur Sbarro alias Lasbar. Nous sommes sur le tournoi de Lausanne, on est chez Fabrice. Hello Fab. Bonjour Max, un plaisir de te voir enfin en chair et en os. Ça me touche, merci. Alors, on va parler de Wimbledon 2022. On va faire le profil type de 3 joueurs. 2 joueurs et une joueuse. Exact. Plus précisément, est-ce que tu peux nous dire de qui on va parler du coup pour cette, On va parler cette édition? de Van Richthofen, Ouais. la révélation de Sertogenbosch, 11 Jabber, finaliste de Wimbledon, et de Nick Kyrgios. Donc on va parler des 2 finalistes de Wimbledon, plus la révélation de la saison sur herbe, on peut dire Van Richthofen, une des révélations. Ouais. Qui d'ailleurs, alors j'ai regardé très rapidement avant l'épisode, il a 25 ans je crois de mémoire. Ouais, c'est pas un tout jeune, ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était son tout premier match sur le circuit Ouais, à c'est ce que je Sertogenbosch. Je sais plus s'il était wildcard ou s'il est Il sorti était des wildcard, qualifiés. clairement wildcard. Il Ouais. était wildcard. Mais du coup là, il a un record de 8 victoires Une défaite. pour une défaite. Ce qui est quand même assez improbable. Ouais, ouais. Ah bah, c'est un bon début sur le tour. Évidemment que sa stat, son ratio va baisser. Ouais. Et surtout, il était sur sa surface de prédilection, sa surface préférée, on va dire, qui s'est révélé être l'herbe. Ouais. La saison sur herbe n'est pas assez grande pour dire c'est un spécialiste d'herbe, alors qu'il joue très bien sur herbe, mais il n'y a qu'un mois par année sur herbe. Par contre, Van Richthofen est un spécialiste de surface couverte. D'accord. Au niveau challenger, c'était à ce stade, c'était dans ce type de compétition couverte qu'il faisait ses meilleurs résultats. Tu le connaissais, tu le suivais déjà? Oui, oui, évidemment. J'avais déjà des stats sur lui et il était très très bon junior. Donc je le connais. Combien? Junior, je ne me rappelle pas, mais je sais que c'était un top junior. Je pense un très bon junior et moi je l'ai vu au début de son transfert au niveau challenger. D'accord. Et le mec, il devait avoir 18-19 ans. Et je me rappelle l'avoir staté sur 1 ou 2 matchs au Canada et je me dis, ce mec va être top 100. Et c'était il y a 7 ans. Donc c'est un petit peu, on parle de Van Richthofen comme la révélation, mais sans oublier que le mec était un top joueur quand il avait 18-19 ans. Après peut-être, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, il s'est sûrement un peu perdu entre ses 20 et 25-26 ans. Et maintenant, il vient à un niveau de jeu qui était un peu celui qu'on s'attendait de lui. Ouais, Et maintenant, tout est encore à confirmer. bien sûr. Ça va être intéressant de faire un épisode de podcast avec lui à l'occasion. Est-ce que tu penses qu'il va nous faire une Martin Verkerk, un peu intermittent des Ouais. résultats, ou tu penses qu'il peut être s'installer dans la régularité Franchement, ce genre de questions, c'est tellement difficile à dire. Là, j'ai envie de te dire, je pense qu'il va rester dans le top 100 quelques années. Ouais. Ça, ce serait ma réponse, mais la réalité, c'est que ça peut partir dans tous les sens. Le mec peut-être peut finir top 20, comme l'année prochaine, on n'entend plus du tout parler de lui. Dès qu'il a plus ses points d'Hertogenbosch, il redescend en 150, en 250, et il termine sa carrière au niveau challenger. Franchement, quand on analysant pas mal de carrières sur le tour, il s'est passé tellement de choses différentes que c'est dur de prédire. Mais si je dois faire mon choix c'est qu'il va rester quelques années dans le top 100. Est-ce qu'il va être un top 20? Je dirais non. Je dirais plutôt qu'il va être un top 50. Ok. Il y avait un autre joueur dont tu nous avais parlé, juste petite parenthèse avant de continuer, de, je sais pas son prénom, mais Van de Zandschulp, Van de Zandschulp, Que- qui fait une très très bonne saison. que Dany avait battu à À l'US. l'US Open en quart de finale, et Ouais. lui sortait des... T'arrivais à peine à prononcer son nom à l'époque. Je me suis amélioré. Et maintenant, à chaque fois que je le vois, je pense à toi, le mec il est une solidité Et il joue super incroyable. À l'occasion, on Mais- fera son Mais tu profil vois, type. ouais, exactement, mais tu vois, à Van de Zandschulp, c'était typiquement un mec qui était pendant 5 ans sur le niveau challenger et qui en coup fait un grand tournoi, l'US Open, des qualifications en quart, et qui reste à ce niveau, même qu'il améliore, alors qu'il avait fait quand même 5 ans de sa vie au niveau chal, 4-5 ans. Ouais. Donc Van Richthofen, Van de Zandschulp, Van Richthofen, on peut peut-être penser à une carrière comme lui. Pourquoi pas? Le mec, il a un potentiel, il a un grand niveau. Ça fait du bien en tout cas de voir des nouveaux noms, de voir la nouveauté. Ouais. Van Richthofen avec son revers à une main, son chip rasant, moi j'aime bien, je trouve assez frais. Est-ce qu'on commence par lui du coup? On commence par lui. Ok, À fond. donc juste pour remettre un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas ce hors-série, il y a un podcast avec Fab à aller découvrir. Fab est expert en stats depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, il a une très belle équipe d'une dizaine de personnes, joueurs et joueuses sur le circuit. On a pris pour habitude de prendre 3 joueurs et joueuses après chaque Grand Chelem pour en parler d'un point de vue statistique et chroniquer leur jeu sous l'angle de la stat.
Donc voilà, c'est reparti. Il y a un petit peu de bruit derrière, mais on est sur le tournoi féminin WTA 250 de Lausanne. Et il y a quelques personnes de temps en temps qui passent et qui nous regardent et qui font des signes comme ça. Et vous avez vu mon visage au moment où une personne est intervenue que je connais d'ailleurs. Ouais. Bon, voilà, c'est un peu folklorique, c'est la première. Je demanderais juste d'être tolérant. Mais voilà, on va commencer avec notre ami. Comment c'est son prénom déjà? Tim Van Richthofen. Tom. Non, je crois que c'est Tim Van Richthofen. Je dirais qu'on a dit. Désolé si je connais le nom de famille, Van Richthofen. Alors, d'un point de vue stat, qu'est-ce que tu nous as la grande force concocté? La grande force de Tim Van Richthofen, qui coïncide en plus avec ce que je t'ai dit, spécialiste de surface rapide, indoor, herbe, c'est le service. Donc c'est quelqu'un qui en moyenne fait 40% de plus d'essais de service gagnant et 20% de moins de double faute. Donc on est sur un profil à ce que j'appelle un double avantage. Bien que le ratio d'essais de service gagnant est bien plus important que le ratio de double faute. Tu fais bien plus, chez les garçons, bien plus d'essais de service gagnant que tu fais de double faute. Donc ça, c'est son plus gros avantage. Ça, les deux ensemble, si tu veux, 67% de l'avantage qu'il prend face à ses rivaux, en moyenne, c'est grâce à son service. Okay. Donc je rappelle le 67%, ce que ça veut dire, c'est que si dans un match, il va gagner 10 points de plus que ses adversaires, 6,7 seront grâce à l'efficacité de son service. C'est énorme. Donc c'est vraiment son arme numéro 1 et c'est ce qui explique pourquoi il est bon en indoor, surface couverte et sur gazon. Et quand tu dis 40% en plus grâce au service, 40% de days en plus, c'est par rapport à ses adversaires. C'est toujours ça, le 40 par rapport à ses adversaires. Maintenant, Van Richthofen est quelqu'un qui passe 71% de première balle. Ouais. Donc pour te dire, la moyenne est à 65. Donc on est dans du 6-7% au-dessus de la moyenne. Et quand cette première balle passe, il est à 48% d'essais de service gagnant. Donc on est sur un haut pourcentage de premier service et un haut pourcentage d'essais de service gagnant. Et ensuite derrière, on est dans quelqu'un qui fait que 5% de double faute sur sa deuxième balle. Donc on est quelqu'un qui maîtrise complètement son service. Donc je passe beaucoup de premières. Je fais mal quand ma première passe et je fais peu de double faute. Donc le premier terme, c'est serveur, évidemment. On pourrait dire que statistiquement, c'est un serveur en dominant. Oui. Après, la deuxième force de Van Richthofen. Je t'ai coupé, hein, t'avais fini sur le service ou... Ouais. Ok. Donc c'est vraiment... J'ai dit ce que je voulais dire par rapport au service. Maintenant, la deuxième force de Van Richthofen, c'est le service plus 1. Donc le premier coup après son service. Donc en plus, ça va avec. Parce que quand on sert bien, en plus de faire des essais et des services gagnants, on se donne plus d'opportunités d'attaquer la première balle. Donc les gros serveurs, ils ont toujours un double avantage. Ouais. Je fais plus d'essais de service gagnants que mes adversaires et je me procure une balle plus souvent facilitée pour attaquer en coup droit. Et lui, il est dans cette dynamique. Service en 1. 2, c'est mon coup droit après le service où je vais prendre un avantage en comparaison avec mes adversaires, où je suis plus performant qu'eux. Ouais. Et ce coup droit est souvent suivi à la volée. C'est ce que j'appelle les montées en deux temps. Okay. Donc service, plus coup droit, plus volée. Et ça, en gros, c'est les forces principales de Van Richthofen. Il y en aura encore une que je vais parler après, qui est une force dans une faiblesse, mais en gros, c'est ça. Et en termes de profil, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très très proche d'un profil de Félix Auger-Aliassime. Ok. Très très proche. On a l'impression que Félix punch plus, pourtant c'est peut-être parce qu'il fait moins de chip. Et du coup, on ressent qu'il temporise un peu avec son chip. Non? Voilà, après, tu prends un match, moi je te parle toujours de moyenne, ouais. Mais en moyenne, on est Félix comme Tim Van Richthofen, on est sur des personnes qui prennent principalement leur avantage dans un service plus 1. Okay. Dans un service très efficace et un premier coup droit après le service aussi efficace. Ouais. Et après, quand l'échange se prolonge dans les rallyes de plus de 5 frappes, c'est peut-être des joueurs qui sont moins efficaces que la moyenne. Donc le profil, comment tu l'appelles? Serveur puncher. Serveur puncher offensif. Ah bon. On appelle ça donc serveur en dominant avec le punch en complément et la volée en complément. Bon, en réalité, allez bosser votre service pour avoir des coups plus simples sur le plus 1. Tout le temps. Service. Comme l'Asbar qui te dit de caser du service au milieu de vos séances. Ouais. Il y a un truc quand même qui est clair par rapport à ça, c'est que dans n'importe quel style de jeu, tu améliores ton service, tu vas être meilleur. C'est tout. Le service, tu sais, je me répète, mais 50% en moyenne, 50% des balles que tu vas toucher dans un match, c'est des services et des retours. Ouais. Tu as un meilleur service, donc 25% des coups que tu joues dans un match, c'est des services. Tu améliores ton service, tu fais 4 services gagnants de plus dans le match. Évidemment, ça va avoir une influence sur ton jeu complet.
Et de la même chose pour le retour. Ouais, après, tu améliores ta qualité de retour, mais c'est d'autres stratégies dans le retour. Reculer. Allez Collins de top 10 mondial sur le cours derrière nous. Donc, voilà, et maintenant je vais terminer par la troisième force de Van Richthofen, qui est une force cachée, qui est une force dans une faiblesse, c'est son revers slicé. Tu en as parlé avant. Il est incroyable, il est rasant, il est délicat, il est déposé presque. J'ai pas toutes les stats élégant. de lui sur herbe, Ouais. mais j'ai un match où il était à 54% des points gagnés, mais sa moyenne que j'ai de lui sur l'étude que j'ai faite sur Van Richthofen, c'est 52% des points gagnés après un revers slicé. Rappelle-toi, la moyenne de la TP Tour est à 46%. Donc on est dans du 6% au-dessus et surtout, on est au-dessus de la barre des 50%. Parce que le plus important, c'est d'être au-dessus du 50. Ouais. Tout ce que tu fais en dessous de 50, mais tu perds plus de points que tu en gagnes. Tout ce que tu fais au-dessus, c'est bien. Et là, on est à 52% chez Van Richthofen. Par contre, c'est une force dans une faiblesse. On va voir maintenant, d'ailleurs, je fais tout de suite la transition. Son point faible, premier, c'est son revers. C'est quelqu'un qui, en moyenne, fait 30% de moins de points en revers et 30% de plus de fautes. Donc, on est typiquement dans ce que je te dis du joueur de service plus coup droit. Okay. Je domine en service plus coup droit. Quand l'échange se prolonge dans les plus 5 frappes où je joue obligatoirement plus de revers, c'est là que je suis dominé. D'accord. Et à titre de comparaison, est-ce que tu aurais de la data sur Fernando González et Del Potro qui usaient pas mal du slice Del Potro, il a utilisé du slice parce qu'il ne pouvait plus faire son revers à deux mains. Mais je ne me rappelle plus des stats de lui. Tu penses qu'il était en positif? Non. Ah, je suis pas sûr en fait. Et Fernando González était négatif. Négatif aussi? Ouais, il avait l'air plutôt efficace pour ça. Ouais, parce qu'il est beau. On confond toujours. Mais et puis, de toute manière, au-delà d'être beau, j'ai l'impression qu'il embrouillait vraiment ses adversaires avec. Ouais, mais Fernandez c'était clairement un service plus 1-2 en plus. C'est service plus ses 2 premiers coups droits. C'était là qui faisait la différence dans un match. Après, tous ces mecs ont un slice professionnel. Ouais. Ça veut dire que c'est un slice de qualité supérieure à la moyenne, mais faut pas oublier qu'ils ont des pros à côté d'eux. Ouais. C'est-à-dire, le slice, maintenant, on a des techniques de lift qui sont telles que les balles slicées qui descendent un peu plus, ça les remonte, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et on a une fausse idée toujours, comme je me répète, et je me répète sur le slice, comme quoi c'est un coup efficace. Mais tu vois, on en a souvent parlé aussi, Van Richthofen fait partie de ces mecs qui, quand il slice, gagnent plus de points qu'il en perd. Et ça, c'est rare. Et ça montre que son slice est très très bon. J'avais une autre info sur le ratio victoire-défaite quand on avait commencé comme ça avec lui. J'ai regardé pour l'épisode avec Gasquet, qui est le dernier, si vous ne l'avez pas écouté, que je vous invite à écouter. Richard a gagné 476 matchs, je crois, il en est à peu près là. Et c'est le Français qui a gagné le plus de matchs sur le circuit historiquement pour, je sais plus, mais ratios positifs. Et j'avais checké du coup Noah et Tsonga qui étaient juste derrière. Et par curiosité, j'avais regardé Benoît Paire et Adrian Manarino qui avaient finalement beaucoup plus de défaites que de victoires. Peut-être pas beaucoup plus, mais plus. Enfin, beaucoup plus, oui. Ouais, plus. Sensiblement quand même. Ouais, une Ça cinquantaine. joue, ouais, entre 50 et 100. 50 et 100, ouais. Ouais, parce qu'ils sont sur 600-700 matchs joués. Ouais. C'est ça, ouais. Bah, comme je te dis, on en a déjà parlé aussi, tu as des top 10. T'as certains top 10 qui ont perdu plus de matchs qu'ils en ont gagné. Ouais, c'est incroyable. Je crois qu'Arnaud Clément, Rainer Schüttler, si je ne me trompe pas, c'est 2 top 10 de ce que je me rappelle qui ont perdu plus de matchs qu'ils en ont gagné. C'est-à-dire qu'ils ont fait une grosse saison, top 10, mais sur la moyenne de leur carrière, ils ont perdu plus de matchs. C'est dingue, hein. Moralité, si on joue Tom ou Tim Randinstaben, lui jouer revers, espérer qu'il ne chip pas. Et ouais, il chip beaucoup, spécialement sur gazon. Et retourner son service, ouais. Qui arrive. Par contre, voilà, maintenant, dernier point faible de Van Richthofen, comme souvent les serveurs en dominant, c'est-à-dire j'ai un très bon service, je retourne moins bien que la moyenne. Et là, une fois de plus, avec le revers à une main, avec un jeu de défense entre deux, c'est pas le meilleur des défenseurs, Van Richthofen. Donc là on est avec un pourcentage de points gagnés en retour de première et de deuxième balle en dessous de la moyenne. Tu vois, souvent ce qui manque à ces punchers, ces serveurs punchers, c'est la cadence. Ouais. La cadence, c'est-à-dire la capacité à absorber ou générer de la puissance des deux côtés en prenant la balle souvent montante. C'est exactement ce que tu as besoin pour le retour. Ouais. Quand tu n'as pas la cadence, c'est plus difficile d'être un bon retourneur, surtout sur des surfaces rapides. Après, tu peux être un bon retourneur sur des surfaces lentes comme la terre battue parce que tu es 15 mètres derrière.
et la balle, elle va ralentir et tu la punches, par exemple, ou tu la remets en remise. Et d'un point de vue physique, est-ce que on voit qu'il n'est pas forcément le plus affûté encore. Van Richthofen, Je pense qu'il a une bonne marge, non? je me prononcerai pas par rapport à la condition physique, je peux pas te le dire, je sais pas. Bah, de ton œil, tu... Non, il m'a l'air assez bien, parce qu'il est dynamique au service. Ouais, Après, dans les déplacements latéraux, je sais pas. ok. Bah, logiquement, il est moins bon que la moyenne, vu qu'il gagne moins de rallyes de plus de 5 frappes. Il me fait penser un peu à celui qui avait joué Roger sur le center court aussi à Wimbledon. Tu Non, sais, quand même pas, non, non, ouais. mais pas à ce point-là, mais... Comment il tu sais, s'appelait en anglais? Willis ou... Ouais, Arthur Willis, un truc comme ça. Ouais, lui, je jouais. Bon, on n'en est pas là. Mais... Mais c'est pas ça quand même. C'est pas ce profil. Est-ce qu'on a fini avec notre ami néerlandais Batav? C'est terminé. Très bien. Parfait, on enchaîne avec Ons Jabeur, finaliste de Wimbledon, la Tunisienne qui est en train de péter tous les records et de devenir une icône, une ambassadrice en Afrique de manière plus générale. J'avais eu, comment elle s'appelle Zut, la première Tunisienne. Elle est tunisienne? Oui, Ouais. je vois ce que tu veux dire. J'avais eu Selim Asfar qui avait ouvert la porte et qui a grandement inspiré Ons. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sur son profil. Hans, de son profil Alors, statistique? Ouais, le profil, ouais, je peux que dire ça, je peux rien dire d'autre, je ne Ouais. connais pas. Donc, 11, c'est une puncheuse en dominant. Ok. Donc, puncheuse en dominant, ce qui veut dire coup droit comme étant la force principale. C'est une joueuse qui fait en moyenne 2 fois plus de points avec son coup droit que ses adversaires et qui fait également 20% de plus de fautes directes. Donc, on est dans quelqu'un qui a un profil agressif, dominant, de fond de cours grâce au coup droit. C'est ça, sa force principale, c'est vraiment je fais 2 fois plus de points avec mon coup droit. Donc imagine, toi tu fais 10 points dans un match en coup droit, elle t'en fait 20. Ouais. C'est sa moyenne. Donc elles peuvent être très très dominantes avec ça. Elle fait également aussi plus de fautes comme je l'ai dit, mais elle est dominante avec sa force principale qui est le Quel coup droit. On va Quel prendre coup droit à la G. Ça va être quelque chose. Et puis, comme tous les meilleurs punchers, c'est une joueuse qui est forte dans toutes les zones de rallye, donc rallye moyen, rallye court, moyen, long, et qui est forte dans toutes les directions. Le long de la ligne, le croisé, le inside out, inside in, décroisé, tous ces trucs. Elle a toutes les caractéristiques de la puncheuse en dominant. Je fais plus de points en coup droit, plus de fautes. Je suis capable de faire des points dans toutes les directions en coup droit et à n'importe quel moment. Donc là, on est vraiment dans le profil type de la vraie puncheuse en dominant. Après, tu te rappelles, on parlait souvent de ce puncher avec le double avantage. Plus de points, moins de fautes, c'est pas son cas. Ouais. On est dans un puncher agressif, en moyenne. Et au niveau de sa main, qu'est-ce que... On en viendra et tu seras étonné et déçu. Oh zut. Et voilà, c'est des caractéristiques de Jabeur aussi. Force numéro 2, qui est une force cachée, je dirais, c'est son service. Ouais. Jabeur est une Pourquoi caché? excellente. Parce que on pourrait, en premier, on pense peut-être pas au service de Jabeur quand on pense à ses forces. Ouais. Mais c'est clairement sa deuxième force. C'est une joueuse qui fait en moyenne 40% de plus d'ace et de service gagnant que ses adversaires. 40%, c'est beaucoup. C'est vraiment ce que j'appelle une puncheuse serveuse. Donc le service vient compléter le punch. Et là, quand tu commences à avoir coup droit plus service, on rentre dans du top joueur. rentre Et dans c'est exactement ce qu'elle est. Dans du Van Richthofen. Van Richthofen, c'est service en 1, punch en 2. Les serveurs en Ah oui, là, dominant, on est en non, punch en les 1. serveurs en dominant ont toujours été limités pour atteindre les 2-3 meilleures places. Après, tu peux toujours avoir un cas de figure, mais par contre, quand tu es un bon puncher ou un bon joueur en cadence et tu as en complément le service, là on parle du top. Andy Roddick qui rentre dans les exceptions du coup. Ouais, c'est un serveur. Ok. Ouais. T'en as. Attention, je dis pas qu'il n'y en a pas. Et puis chez les filles aussi, qu'une Pliskova, même une Osaka, c'était des serveuses limite en dominant. Une Ouais. Serena Williams, il y en a. Horacio Zeballos. Zeballos, c'était un puncher offensif. On en parlera, mais c'était pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, qu'il peut continuer une carrière en double aussi longue parce qu'il a toujours eu ce côté offensif. Mais je disais Parenthèse n'importe faite. quoi. Je sais, mais moi je le connais, Zeballos, donc je le connais statistiquement. Donc, quand sa première balle passe à Ons Jabeur, 25% du temps, c'est un ace ou un service gagnant. Ça, au niveau féminin, c'est au-dessus de la moyenne. À Wimbledon, elle était même à 32%. Parce que Énorme. le gazon Bien accélère. que ralenti, reste ouais. plus rapide que la norme, enfin la moyenne. Et un truc que je veux dire, c'est qu'on a peut-être les deux, on a déjà parlé de Ashley Barty, qui était la meilleure serveuse au monde, par rapport à sa taille. Ouais. Et je pense que Ons Jabeur est top 5 dans la rubrique. Elle fait que 1m67, d'après les informations que j'ai pu avoir sur le net. Et Ashley? Je crois qu'il faisait 63, 64, je suis pas sûr, mais Ok.
mais elle fait 1m67, donc plus petite que la moyenne. Et je sers, La moyenne est à combien? féminine, elle augmente, je crois, 1m70, 71, tu vois, j'ai pas les chiffres en tête. 70 quelque chose. Nous sommes à Lausanne, peut-être que la moyenne est 1m70, évidemment. Donc, plus petite que la moyenne, sert mieux que la moyenne. Donc, on est vraiment dans un profil d'une excellente serveuse par rapport à sa taille. Après, je vais encore faire une parenthèse. On a parlé de Rybakina, comme quoi elle gagne Wimbledon, parce que c'est une énorme serveuse. Sur la finale de Wimbledon, 11 Jabeur fait 1 et service gagnant, parce que je les mets ensemble, de plus que Rybakina. Ah oui, au final. 17-16. Ouais. Donc Rybakina ne gagne pas la finale de Wimbledon grâce à son service, elle le gagne grâce à son coup droit. Au coup droit et retour. Mais c'est marrant, parce que tu vois, ce 11 Jabeur, c'est pas des services gagnants qui font boum, one ace à 200 km/h, Ouais. mais c'est un slice bien déposé, c'est de la précision. Roger, non? Un peu à la Roger, exactement, Ouais. là tu le dis juste. Ok. Elle est un peu à service et en jeu à la Roger. Donc on est là-dedans. Troisième force, en plus c'est bien parce que vu que tu parles de Roger, troisième force de 11 Jabeur, c'est son pourcentage de points gagnés quand elle est à la volée. Elle gagne 73% des points quand elle monte à la volée. Parce qu'elle monte dans d'excellentes conditions et qu'elle a une bonne main. Pourquoi? Attention, la bonne main, on en reviendra à la fin. Pourquoi? Parce que c'est une puncheuse en dominant. Ouais. Donc on a du punch serveur, punch offensif. On est en train, les trois ensemble, c'est vraiment un peu le trio magique. Je sers bien, qui me donne des opportunités de puncher. Je punch bien. En suivant mon punch à la volée, je fais encore plus de points en punch. On est dans un trio qui est vraiment très très bon et très efficace dans le tennis moderne. Service, coup droit, volée. C'est vraiment le tennis moderne par excellence. Et là, avec 11, qui était 2 mondiales, malgré sa finale, grâce à sa finale, elle est passée 5, ce qui est elle a perdu des points, mais elle est dans ce combo d'excellentes joueuses de tennis qui a ces 3 trucs. Maintenant, excuse-moi, peut-être tu voulais dire quelque chose? Non, oui, je pourrais le dire à la fin ou maintenant, peu importe, mais c'est vrai qu'elle fait du bien quand même au tennis féminin. On l'a cité souvent en parallèle d'Ashley Barty avant que l'Australienne arrête, mais en disant voilà, elle a le sens du jeu, elle a la science, elle a le touch et ça fait du bien. Bah. Là, on le voit, on est à Lausanne. La frappe de balle est magnifique, mais c'est quand même des jeux un peu plus stéréotypés Ouais. que le sien. Tu as raison. Par contre, son point faible, c'est son revers. Ok. C'est quelqu'un qui fait en moyenne moins de points en revers et plus de fautes. Dans ses stats générales, j'avais surtout plus de fautes. Et dans les stats que j'avais d'elle de Wimbledon, j'avais les deux. Moins de points, plus de fautes. Donc on est quand même dans le revers et le point faible. Un peu comme Van Richthofen aussi d'ailleurs, mais dans d'autres profils. Et, attention, voilà les deux stats que tu ne vas pas aimer. Ah. Première, quand 11 Jabeur fait un revers slicé, Ouais. quel est le pourcentage de points que tu penses qu'elle gagne? C'est bien inférieur à Van Richthofen, j'imagine. Je vais dire 4 sur 10. 40%. 38. Allez là. 38. Non mais quand tu gagnes 38% des points dans un match, Ouais. tu perds 1 et 1. Ah ouais. Donc C'est- donc ces tu vois, forces on est sont en train de monstrueuses à côté. dire, exactement, on est en train de dire que c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Le jeu varié est efficace. Non. Mais après, voilà, quand elle fait un slice, elle gagne 38% des points dans les recherches que j'ai fait sur elle. Et j'ai à peu près 4000, 5000 points analysés de Jabeur et peut-être 700 slices. Sur ça, il y a beaucoup. J'ai pas un tout petit échantillon, j'ai un grand échantillon. Et On est à Ashley, 30. c'était combien? Ashley Barty, on était dans du 52-53%. Elle Parce avait que son slice était largement le supérieur. problème pour moi de 11 Jabeur, c'est pas son talent ni sa main, qui est très bonne. C'est des fois, c'est un échappatoire le slice. Ok. C'est des fois, elle a tellement d'options qu'elle le fait, mais elle ne le fait pas au bon moment. Ok. Elle le fait pour jouer, Ouais. elle ne le fait pas pour être efficace. C'est pas la même chose que le slice de Dimitrov ou le slice de Van Richthofen ou le slice de Barty. Ouais. Et deuxième stat sur elle, Rodge. quand elle fait. Mais Rodge était aussi en dessous des 50%, parce que Rodge, il avait ce côté joueur. Ouais, aussi, ouais. Tu vois, non mais. Là, ils se retrouvent les deux. Exactement. Là, c'est un bon point. Et deuxième truc, quand Jabeur fait un amorti de revers, elle gagne que 44% des points. Ok. Donc on est dans tout ce qu'on dit que Jabeur gagne grâce à son toucher et tout, ne l'est pas prouvé statistiquement. Une fois de plus, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas une bonne main, qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas te faire des amortis gagnants. D'ailleurs, elle m'en a fait pas mal contre Marie Bouskova en quart de finale de Wimbledon, qui m'a bien embêté d'ailleurs. Vous comprendrez pourquoi. Même Franchement, si- si sur ce match, tu aurais pu être dans ton 38% de points gagnés après un slice ou un amorti, j'aurais préféré, mais ça n'a pas été le cas.
Parce que sur ce match, elle a été performante. Il là. n'a Mais plus le droit de parler de ses clients et clientes, hein, mais bon. Non, mais elle, oui. Ok. Ah ouais, t'as le droit? Je pense que oui. On en a jamais parlé, mais je me donne le droit. Bon. C'est d'autres. Donc voilà, en moyenne, son point faible, c'est son revers. Et malgré tout, son slice et ses amortis. Ce qu'on pourrait dire. Mais imagine-toi, avec tout ce que je t'ai dit avant, si en plus d'avoir un coup droit, un service et un bon jeu à la volée, la fille est encore monstrueuse en amorti et en slice. C'est juste qu'elle ne les utilise pas totalement à bon escient. Moi, et je qu'elle pense peut que c'est ça. optimiser cette partie de son jeu. Et alors, maintenant, je vais rebondir là-dessus pour ouvrir peut-être un débat ou un point de vue en tout cas. C'est que Ons n'a jamais été aussi forte depuis qu'elle est meilleure physiquement, structurée, cadrée. Cadrée, hein. Qu'est-ce que tu entends par structuré et cadré? Structurée, cadrée, c'est comme Dans ça le que jeu. attention, c'est tout ça, ce que je dis maintenant, c'est un ressenti. Ouais. Je ne fais pas partie de l'équipe de Ons Jabeur, je ne les connais pas personnellement, j'ai juste un ressenti par rapport à comment je vois l'équipe, et comment je la vois et comment je l'ai vu évoluer. Donc, son mari, c'est son coach physique, Ouais. il l'a taillé, c'est une athlète. Mais ils étaient déjà ensemble avant le Covid, hein, donc Exactement, ils sont ensemble depuis. Moi, à l'Open d'Australie, quand je de fais. quoi il a eu besoin de presque 3 ans pour... Peut-être, mais moi, comme je taillé dis, dans le rocher. je connais pas tous les détails, mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est son entraîneur physique. Elle a un physique maintenant, c'est une athlète. Bien plus que quand elle était 150, 200, que je la voyais souvent aussi, où je la considérais pas être une athlète physique. Donc D'accord. c'est devenu une athlète. Son mari, je le trouve exceptionnel dans la place qu'il prend, comme il la structure, comme il la cadre, comme il l'encourage pendant les matchs. Là, j'étais à l'Open d'Australie avec eux, un peu derrière, mais j'avais pu faire une petite collaboration avec l'ancien coach. Et là, je m'étais rendu compte à quel point l'influence du mari, comment il l'encourage dans les matchs, comment il la cadrait. C'est quoi un bon encouragement du coup? Je sais pas, il la laissait jamais se redescendre, il la laissait jamais se démotiver, il était toujours là derrière, Et je trouvais que ça faisait du sens avec son mari. Je trouvais franchement que c'était harmonieux, quoi. Parce que tu me disais qu'il y avait des coachs qui avaient un effet booster. Là, ça pourrait presque s'apparenter à du boost, non? C'est du boost, mais en même moment, c'est une construction physique. On est dans un package. Parce que l'inconvénient du booster, c'est que tu montes, mais Ouais. dès que tu n'es plus avec le booster, Oui, mais- bouf, tu te dégonfles. Oui, mais le booster, il booste. Et là, son mari, il l'a développé aussi. Ils Ok. se sont développés, quoi, je veux dire. Ouais. Donc, ça, c'est un élément. Deux éléments, il y a eu un changement de coach avec un coach ultra intéressé à la data. Donc, Ons Jabeur travaille depuis qu'elle est 60e mondiale avec un de mes, j'appelle là le frenemy, un ami ennemi, qui s'appelle Shane Lianage. Un mec, un des meilleurs sur le tour dans notre branche. Et il travaille avec eux depuis qu'elle est 60 mondiale. D'accord. Et moi, je considère qu'il a amené quelque chose de phénoménal aussi dans son jeu, à sa manière, Ouais. et que le coach a su utiliser. Donc moi, je vois une équipe, je vois un coach performant, je vois un entraîneur physique performant, je vois une fille ultra talentueuse Ouais. et qui s'est dit, mais non, je vais le faire à fond, qui est devenue une athlète. Et je ne peux pas te dire le contraire, je vois la data. Ouais. Parce que moi, je suis dans ce secteur, donc je ne peux pas te dire. Je vois l'apport de Shane et je trouve que Shane a fait à sa manière un apport incroyable et que tout ça réuni, tous ces éléments font qu'elle est une des meilleures joueuses de tennis au monde et qu'elle aurait complètement mérité de gagner Wimbledon. Dis-moi ce que tu en penses. J'ai l'impression que lorsqu'un joueur ou une joueuse signe avec un statisticien, il y a peu de chances qu'il change de crèmerie, qu'elle change de ce mec à toi par exemple, Non. et vice versa, que Pas pour le moment. Bouskova aille aller chercher un autre. Ouais. Tu sais une fois que pourquoi tu es dans la stat, Non, parce que c'est nouveau. Tu vois, au début, c'est nouveau, on est peu. Ouais. T'as pas d'imicrémaillère, je sais pas comment dire. On Ouais. est peu. Ouais. Donc, et puis, crémière. crémière. Crèmerie. Ouais, ouais. Change Donc, de crèmerie. on est peu. Lui, C'était ce qu'il veut, c'est la crémière. c'est la crémière. Il est en Donc, Suisse, ce gars. Oh, non, ouais, c'est pas- Donc on est peu, on est performant, parce qu'on a dû faire notre chemin, comme je t'ai dit, par des années où tout le monde nous refusait, mais on a continué, donc on a acquis des qualités sociales par le rejet de tout le monde. Donc quand on nous a enfin acceptés, on a été aussi honorés, ce qui nous fait qu'on a créé des belles relations avec eux. Ouais. Et puis il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et puis les concurrents, franchement, une fois de plus, quand tu as établi une bonne relation avec un statisticien ou un analyste data, pourquoi changer? Ouais. C'est pas comme si on était, comme je te dis, un entraîneur physique. Sur le marché, tu vas en trouver 400, 500, 1000, j'en sais rien, beaucoup. Alors si un mec, au bout d'un moment, il te dit un truc et ça te plaît pas, bah, tu vas dire, je vais voir un autre. Et après, nous, les data, en tout cas la majorité des data scientists, nous, on a une approche
qui est sur l'adaptation aux joueurs. Ça veut dire on est là à leur service. On n'est pas là en train de... Il y a d'autres mecs comme nous, que je ne citerai pas les noms, peut-être qui forcent un peu plus le chemin. Et quand tu forces le chemin et ça ne marche pas, tu peux te faire virer. Moi et Shane et moi, pardon, on ne force pas spécialement le chemin. On amène des chiffres sur de la compétence. Et on essaie... Moi, je suis devenu un expert des styles de jeu. Donc, je suis un expert des styles de jeu, même du profiling. Donc, je vais dans les lignes du joueur pour le rendre meilleur. Donc, je ne me mets pas contre eux. Je me mets avec eux à leur service. Et du coup, je ne vois pas pourquoi ils iraient voir ailleurs. Ouais, je comprends. On ne les force pas. Ouais. Donc, ça répond, je pense, à ta question. De mémoire, 11 et 5e cette semaine. Tu es quand même 2 pour Wimbledon. Hein. Elle perd 3 places, c'est quand même fou. En finale, ouais. Elle a 27 ans, je crois. Ouais. Elle a gagné 1 300 000, je crois, en finale. En finale, ouais. Je crois que Van Richthofen, je sais plus, j'ai regardé, je vais pas dire de bêtises, je sais plus. T'as une idée? Peu d'idées? Peu. Ouais. Peu d'argent. Et moins de 500 000, je dirais, avant Wimbledon. Peut-être maintenant que Wimbledon, il s'est fait 3e tour ou 4e tour. Ah oui, à Wimbledon, il fait 3e tour, non? 4e, je crois. 4e. Là, il se fait un joli petit chèque, peut-être de 200 000. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'argent. Et je voulais donner une autre info, mais est-ce que tu peux nous faire un résumé de 11 parce qu'on a un peu, digressé, comme on dit. Un résumé de 11? Ouais, sur son style de jeu d'un point de vue ouais, tactique alors, et ses faiblesses. Comme on l'a dit, point fort, c'est un coup droit, 2 services, 3 volets. Ouais. Et point faible, c'est malgré tout, en termes de stats, c'est sa main. Ouais. Qui est bonne, mais peut-être mal exploitée, je te dis ça. Elle a fait déjà des sacrés progrès aussi. Avant, c'était encore plus folklorique, on dira. Ouais, tricoteuse. Mais malgré tout, sur les stats que j'ai d'elle, ça reste encore le point faible, le revers. Et son intitulé statistique? C'est une puncheuse, serveuse avec le complément offensif. C'est beau, c'est complet. Ouais, très très bonne joueuse. On a fait le tour? On a fait le tour. Allez, on termine avec Nick Kyrgios, ce satané Nick, cet enfant terrible. De là-bas. 45e même. Il a perdu des places aussi. D'ailleurs, c'est magnifique. Est-ce que tu confirmes le fait que finalement, c'est plutôt avantageux pour les finalistes et vainqueurs qui n'auront pas de points à défendre l'année prochaine? Donc moins de pression peut-être sur leurs épaules. Tout ce que tu gagnes pas maintenant, tu perds pas après. Donc je sais pas quoi dire. Non, Nick aurait préféré prendre les points et là être à peu près top 15 peut-être. Ouais, peut-être top 20. J'ai pas fait le calcul. Peut-être 25, un truc comme ça, 25, 20. Ok. Donc Nick Kyrgios. Allez. Je crois que tout le monde le sait. Son arme numéro 1 et même... Nick Kyrgios, défenseur, mouillère. Remiseur. Clairement, un remiseur punch. Lobert. 4 mètres derrière lui. Non, c'est clairement... Lui, c'est clairement un serveur en dominant, 100%. Donc c'est quelqu'un qui fait en moyenne 50% de plus D, c'est de service gagnant. Après, j'ai dit 11-40%, lui 50%. C'est toujours un pourcentage. Randishkoven 40. Ouais, mais bien que lui soit bien meilleur serveur qu'eux, c'est que 10% de plus ou 50, tu vois. Bien meilleur que eux? Bien meilleur que Jabber et puis que Van Richthofen au service. Ah oui, Nick, ouais. Mais par contre, et ça reste à 50%. Des fois, il faut comprendre que le 50% dépend aussi du nombre d'essais de service gagnants que tu prends. Ok. Et puis Nick Kyrgios, c'est un mec qui a une position assez agressive en retour et pas le mec qui bouge le mieux. C'est quelqu'un qui prend aussi plus d'essais de service gagnants que la moyenne. D'accord. Donc c'est pour ça que 50, lui il en prend déjà plus et il en fait encore bien plus, tu vois. Ok. On est il y a beaucoup d'essais de service gagnants dans les matchs de Nick Kyrgios, dans les deux sens. Mais lui, principalement. Donc aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que Nick Kyrgios, qui est exceptionnel avec son service, exceptionnel, hein, c'est que son service, quand il passe, c'est 50% d'essais de service gagnant quand la balle passe. Donc chaque fois que sa première balle passe, 50% du temps, c'est un essai sur service gagnant. Wow, une fois sur deux. Et il passe 67% de première balle. Ce qui est énorme. Donc 2 premières balles sur 3 sont dans le terrain. Donc quand tu sers à cette qualité et tu passes 2 premières sur 3, c'est exceptionnel. C'est des stats de malade. T'as Isner qui est dans ce type de stats et t'as Karlovic qui sont dans ce type de stats. Pourtant son service est assez atypique, son geste, avec un timing rapide. Ouais. En plus les timings rapides, des fois, peuvent porter sur des pourcentages de premier service bas, mais c'est pas son cas. C'est qu'il a un timing de malade mental, quoi. Le mec, il est... Bon, Van Richthofen, à part ça, on est aussi dans des stats je t'avais dit, 71% de première balle, et puis 48%, je crois. On est dans aussi un excellent serveur, mais à un niveau, les stats avaient été prises à un niveau challenger, principalement, et herbe. Là, Kyrgios, j'ai pris des stats sur sa carrière, donc sur des matchs de dur aussi. Et Van Richthofen, j'ai envie de le voir sur dur, en parenthèse. Les stats vont descendre. Donc c'est un exceptionnel serveur. Et
si on prend l'avantage total qu'il prend face à ses adversaires, toujours dans ce comparatif que je fais, 94% de son avantage est pris parce qu'il fait plus d'essais de service gagnants. Donc si Nick gagne 10 points de plus que ses adversaires en moyenne dans un match, ce sera 9,4 et service gagnant de plus. C'est monstrueux. Ça veut dire que tu sais qu'un 6-4, 6-4, tu as 12 points de différence. Bah Nick, des 12 points, tu en mets 11 et 11 et service gagnant de plus. Donc à chaque match, il va te faire 10, 15, 20 et service gagnant de plus dans un match. Par exemple, contre Djokovic, en finale de l'Open d'Australie, il a fait 52 et service gagnant. De Wimbledon. Il a fait 52 et service gagnant face à 34 pour Djokovic. Donc c'est le seul point où il l'a dominé. Okay. Donc Kyrgios, tout le monde en parle. Maintenant, de plus en plus de personnes voient que son service. Mais avant, on parlait de Kyrgios pour ses accélérations et tout. Puis moi, je disais, non, mais en moyenne, son coup droit, il est moins bon que ses adversaires. Son revers aussi. Et là, il n'y a pas d'autre point fort de Nick Kyrgios, tu veux savoir. Service, point barre. Bah, je viens de te dire que c'est 80. Donc, 94. Donc c'est comment l'appellation C'est serveur en dominant. Serveur en dominant, point, à la ligne. Ouais, après, on peut mettre une deuxième catégorie de ce qu'il fait, de l'offensif ou du punch. Ouais. Mais lui, c'est vraiment du serveur en dominant. Si 94% d'avantage que tu prends face à tes adversaires, c'est que ton service. En coup droit également, il plante quand même. Oui, parce qu'on a l'habitude des highlights. Bien sûr qu'il va te planter des coups droits. Mais tu te rends pas compte le nombre de coups droits qui se prend lui dans la gueule. Okay. C'est ça le truc, c'est que moi j'ai toujours ce comparatif. Peut-être Nick va te faire 15 coups droits gagnants, bam, bam, dans toutes les situations du machin. Ils sont magnifiques, ça fait partie du highlight. Ouais. Mais dans le highlight, tu vois peut-être pas que son adversaire il en a fait 25. Ouais. C'est ça le truc, c'est que moi je fais toujours un comparatif. Bien sûr que Nick Kyrgios sait gagner un point avec son coup droit, il sait gagner son point avec un retour, avec un service, avec un revers et une volée. Il sait gagner des points avec tous les coups comme tous les joueurs. Mais ce qui fait la différence, c'est son service, point barre. Okay. Par contre, il y a une stat, quand Nick Kyrgios commence le rallye au fond de cours, il gagne 47,6% des points. Quand on rallye plus 3 fois. Moins d'un sur deux. Ouais. Moins d'un sur deux, mais à 47,6, rappelle-toi, 47,6, ça veut dire que si tu gagnes 47,6% des points sur le tour, tu es classé entre 150 et 200 mondiales. Donc il a des stats de fond de cours d'un mec entre 150 et 200 mondiales. C'est incroyable. Incroyable. Attends, par contre maintenant parenthèse, parce que je te vois bien que tu vas me couper ça pour le teaser de Tennis Légende. Parenthèse, grosse parenthèse. Si Nick Kyrgios ne servait pas aussi bien, il gagnerait plus de points au fond de cours parce qu'il a le talent de gagner plus de points au fond de cours. D'accord, donc il se repose quelque part sur ça. Exactement. Tous les mecs, il sert tellement bien qu'il peut se permettre de faire souvent n'importe quoi et ça descend la stat. Si Kyrgios maintenant par exemple, je te dis pour une raison X, Y, Z, il fait 10% d'essais de service gagnant en moins, ce qui change radicalement ses stats, comme je t'ai dit l'importance de son service, il compense au fond de cours. C'est sûr. C'est sûr. Courte. Fond de cours. J'ai changé pour toi. Donc tu vois, bien comprendre que le talent est là. C'est comme Ons Jabeur avec ses coups touchés. Bien sûr qu'elle a une bonne main, bien sûr qu'elle a une des meilleures mains du tour. Après, peut-être elle le fait à des moments inappropriés. Bien sûr que Nick Kyrgios il est monstrueux au fond de cours. Mais en moyenne, non. Parce qu'il a ce service qui prend tellement de place que le reste de son jeu descend. Ouais. Donc ça, c'était important. Tu vois, un autre exemple, en finale de Wimbledon, Oui. pas de l'US, en finale Ni de l'Australienne. Ni d'Australie, putain. En finale de Wimbledon face à Djokovic, il a gagné 37,9% des rallyes de plus de 3 frappes. Quand le rallye commence, donc service 1, retour 2, je te parle de plus de 3 frappes. Depuis le premier coup après le service, depuis ce moment, il a gagné 37,9% des points. Tu te mets 37,9, donc si on joue ensemble et tu gagnes 37,9%, là tu prends 0,0. Ah oui. 0,0, maximum tu mets 2 jeux. Tu as raison, maximum. D'accord. Imagine, tu gagnes 3,7 points. Tu gagnes 3,8 points. Moi, j'en gagne 6,2. Je gagne quasi le double de points que toi. Ouais. Ça veut dire, tous les jeux à 40-30 easy, je te les gagne. Allez, tu as raison, peut-être maximum 2 jeux. Donc, on est sur une finale de Wimbledon où si les deux mecs se jouent au fond de cours, ils ramassent 6-0, 6-1, 6-1. Quoi. Et au final, il fait un 4-7. score méga honorable, même dans les 3 sets qu'il perd, parce qu'il compense avec son service. Il compense 52 et service gagnant à 34. On a une différence de 18. Ouais. Donc c'est 18 points,
imagine, vu qu'il perd le match, c'est-à-dire qu'au final, il perd plus de points que lui. Donc il t'a gagné 18 points de plus que lui entre 1-2 frappes avec le service. Donc dans les rallyes de plus de 3 frappes, il a dû perdre 18 plus la différence, vu qu'il a perdu le match. Il a dû perdre, je sais pas, 30, 40 points de plus dans les rallyes au fond. C'est-à-dire qu'au final, au final, il a gagné 37,9. Donc ça montre quand même que Nick Kyrgios, au fond de cours, en tout cas face au ténor, face à Djokovic, il est complètement dominé. Ouais. Mais complètement. Donc voilà. Il faut aussi expliquer qu'il avait affaire au meilleur retourneur du monde qui à un moment s'est mis en mode machine à retourner ses premières à 10 cm de la ligne de fond. Et ça, c'est le seul qui a réussi à le faire sur la quinzaine. Ouais, après, avec les techniques de slice, je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait, je n'ai pas vu tout le match. Mais voilà, après, bien sûr que Djokovic est un excellent retourneur, mais bon, excellent retourneur oui, mais le pourcentage de points gagnés en première balle de Kyrgios était au-dessus de la moyenne. Ça veut dire que celui de Djoko, en retour de première balle, était en dessous de la moyenne. On est quand même si Djoko, une fois de plus, il suffit que Djoko fasse 2-3 bons retours et on remet, c'est le meilleur retour de tous les temps. Il l'est. Mais là, contre Kyrgios, il ne gagne pas le match au retour, il gagne le match au fond de cours. Donc serveur en dominant et point faible. Fond de cours, global, mais c'est spécialement le revers. Par contre, contre Djokovic, il a été dominé dans tous les secteurs. D'accord. Moins de points en revers, plus de fautes en revers, moins de points au coup droit, plus de fautes en coup droit que Djoko. C'est-à-dire la domination complète de fond de cours. Complète. Dommage. Dommage surtout que j'étais impressionné de son début de match, de voir à quel point il n'était pas du tout inhibé par l'enjeu, l'événement. Il est rentré tambour battant dans son match et Djoko a été monstrueux. Tout simplement. Ouais, Djoko est juste monstrueux. Ouais. Et il a le profil malgré tout pour battre ce genre de gars, quoi. Ouais. Et puis on parle d'une finale de Grand Chelem, on parle pas d'une finale de Master 500 ou d'une demi-finale, d'un quart de finale de Master 1000. On parle de rentrer dans l'histoire du tennis. Djoko ne rate pas ses rendez-vous. Ouais, et Kyrgios, c'est son premier grand rendez-vous. Évidemment que psychologiquement, Djokovic allait avoir un avantage sur lui. Et puis voilà, le résultat c'est qu'il l'a battu. Donc, Yes. Alors petit aparté, Fab, t'es parti quoi, presque 3 semaines à Londres ? 2 semaines et demie, ouais. 2 semaines et demie. Là on est la semaine qui suit, on est mardi, juste après Wimbledon. On a affaire à Innsbruck sur les rotules. Je vois sa cerne qui se creuse jour après jour. Et là, je crois qu'il vient de jeter ses dernières forces dans le hors-série dédié à WIM 2022. Donc merci d'avoir pris le temps. Je dois vous rappeler qu'on a 2 contenus même 3, qui peuvent considérablement vous aider dans votre jeu grâce à la stat. Le premier, c'est une ressource offerte d'1h14 enregistrée avec MasterFab sur 4 clés statistiques qui vous permettent d'en savoir plus sur votre jeu et de comprendre quelles sont vos forces et vos faiblesses grâce à la stat. Donc c'est en téléchargement libre dans le premier lien juste en dessous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a 33 clés statistiques détaillées avec Fab au format audio et vidéo pour comprendre comment optimiser votre jeu, votre coup droit, votre revers, votre service, votre position au retour, j'en passe des pires et des meilleurs. Si Fab veut bien arrêter de tousser pendant que je fais la promo de ses services. Et enfin, et pas des moindres, lorsque Fab... Ah oui, tu peux montrer peut-être à la caméra ? Voilà, ça restera entre nous évidemment. Lorsque Fab prend les stats, les matchs de ses équipes sur le circuit, on a rendu cet outil accessible. Donc voilà, si vous avez envie de statser vos propres matchs, il y a une formation dédiée pour ça qui est accessible également en lien de l'épisode. Il suffit d'avoir quelqu'un qui soit prend vos propres statistiques, soit vous filmez vous-même et ensuite, comme Fab le fait lorsqu'il regarde les vidéos de match en accéléré, de reprendre vos statistiques. Chaque match statsé vous délivre automatiquement 6 feuilles d'analyse de match sur vos forces, vos faiblesses ainsi que celles de l'adversaire. Donc méga puissant et important si vous rejouez l'adversaire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Fab, tu veux aussi nous parler du site internet ? Oui, alors exactement. Une fois de plus, c'est voilà, sur ces podcasts hors série, on fait du profiling, on profile des joueurs et sur le site Tennis Profiler, donc www.tennisprofiler.com, il y a la majorité des joueurs du top 100 qui sont expliqués par la stats avec leurs forces et leurs faiblesses. Donc voilà, je vous invite à vous abonner.
allez voir, allez jeter un coup d'œil et vous abonner parce que si vous aimez ce genre de profiling, il y en a beaucoup qui ne sont pas faits de la même manière évidemment, c'est un site internet mais En fait, c'est une base de données que tu remplis au fur et à mesure, c'est ça? qu'on remplit, ouais, exactement, que je remplis et puis il y a une base de données quand même. Les styles de joueurs ne changent pas spécialement à travers les années, donc c'est pas tout le temps les dernières datas des derniers joueurs, Ouais. mais quand même ça donne une aperçu des forces et des faiblesses assez fortes. Tu vois, à ce propos, j'avais des stats de Jabber hors Wimbledon, j'avais des stats de Jabber complètement fraîches de Wimbledon, en plus en échantillon pas si grand, 80% c'était la même chose. D'accord. C'est-à-dire l'ADN du joueur, le style de jeu du joueur, tu l'as. Tu disais que tu avais À quand vie. même 4-5 000 points de 11 Jabber. Ouais. Donc C'est énorme. quand tu compares les 4-5 000 points à l'échantillonnage que j'ai pris pour la préparer contre Bouskova, parce que c'est là où je me suis vraiment penché sur elle, qui est de 300 points peut-être, Ouais, on est à 80% dans les mêmes constats. d'accord. Donc tu te rends compte à quel point l'ADN, les forces et les faiblesses, elles ne changent pas spécialement. Alors ce que Fabrice ne vous dit pas, c'est que c'est quand même un travail de mutant pour avoir réalisé ce site internet et ces recherches qui sont mises à jour progressivement. Et que pour les plus passionnés de la stat, via ce site, c'est un moyen de le soutenir. Donc je crois que c'est assez dérisoire. C'est soit 3 € par mois ou 12 € par an. il me Exactement, semble. c'est ça. Et c'est un moyen de lui permettre de continuer d'alimenter cette base et de la rendre plus ou moins publique, à condition, entre guillemets, de le soutenir, voilà, de cette somme quand même méga accessible. Voilà. Merci beaucoup Max. On a fait le tour. On a fait le tour, c'était vraiment cool. Bon, c'était notre première du coup en physique. Ouais. Ravi de l'avoir fait. Je crois que demain matin, on va taper la balle. Allez. Vous allez pouvoir voir ce que Master Fabs Barreau nous réserve sur le terrain. Est-ce qu'il joue encore? Il a joué à un grand level en ce moment, surtout après 3 semaines sur le tour. Et puis, Mais tu tapes la balle un peu de temps en temps? ouais, non, quand même, tu verras. Je Parce vais que- pas être ridicule, Parce que mais je vais pas être... tu donnes des cours, mais est-ce que tu, Ouais. tu en situation un peu de pointe Ouais, non, je joue encore un minimum. Donc on fait quoi demain? Des 11. Super tie-break 11? Ah non, service retour, j'ai plus trop envie là. 11 au meilleur des 3 Non, mais manches? déjà rien que taper la balle, je trouve que ça mettra peut-être en avant le peu de tennis qui me reste, quoi. Mais Ok, cool. on va avoir du fun en tout cas. Bon, merci encore une fois pour Et tes merci à recherches toi. et ton énergie qui te restait dans le réservoir. Je crois que demain, ça va être vraiment le fond du bocal. Je crois que je vais l'achever sur le cours, le gars. Peut-être ça me ferait juste du bien d'en lâcher un petit peu. d'être épuisé sur d'autres choses que sur le tour, quoi. D'être, Ouais. sur un terrain de tennis, puis après d'être peut-être à la plage, d'être tranquille, quoi. Ah ben, comme le mec en a marre du tour, il a réservé ses vacances sur le tournoi d'Oumag ATP 250. Et de Gstad. Oui, T'as un bon choix Fabrice. Ouais, Non, ouais. on apprend, mais c'est une chance quand même d'être ici à Lausanne avec toi et d'être sur les autres tournois et de pouvoir vivre ce rêve, j'en ai complètement conscience, même si tu en payes le prix au niveau physique. Et en ce moment, je me rends compte juste que c'est émotionnellement, c'est lourd émotionnellement. intense. C'est beaucoup quoi. Tu n'as pas l'impression de faire beaucoup de choses pendant la journée, mais en fin de journée, tu es complètement mort. Mais c'est lourd émotionnellement parce que comme là, tu as 10 joueurs et joueuses. Même voir un peu plus En avec grand chelem. avec ma collaboration avec Edge. Donc tu dis que c'est lourd émotionnellement parce que tu vis vraiment les matchs émotionnellement. Je Au-delà dirais- de les statier et de faire des bilans, non, tu t'investis vraiment dans le résultat, quoi. je dirais déjà des journées en tournoi, c'est des journées à l'extérieur. Ouais, donc ça Donc, puise énormément. Tu as beaucoup de distractions. Ouais. Des gens que tu connais, des gens que tu connais pas. Et tu as Djokovic qui passe, tu le regardes, tu as plein de distractions. Ouais. Tu dois faire ton taf de tous les jours. Pas chez toi. Je suis beaucoup plus à l'aise à mon bureau, Bien dans sûr. le laboratoire de l'Asbar, comme tu le dis, à travailler. Je suis organisé qu'en tournoi. Donc c'est des conditions plus fatigantes. Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, des émotions peut-être plus fortes parce qu'on est en live. Ouais. Et un sommeil qui n'est pas aussi bon, Ouais. une nourriture qui n'est peut-être pas aussi bonne que d'habitude. C'est un tout qui fait que tu travailles. Puis après, tu t'enchaînes les semaines. Ouais. Donc tout ensemble fait que. Faut gérer sa monture. Ouais. Ouais, exactement, mais ça fait partie du. On va reprendre ça, un coup de jet, Fab. ça fait partie du rêve. Ouais. Et puis je vais surtout pas m'en plaindre, mais voilà, je suis juste fatigué. Yes. Allez, à la prochaine, mon Fab. À la prochaine, mon Max. Ciao, ciao. Ciao, comme ils disent. Allez, ciao!